Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, merci de votre présence. Je dois rappeler quelques règles, une règle en fait de bonne tenue. Pour respecter les règles sanitaires, vous devez dans l'amphi, sous la tente, porter votre masque. Et nous sommes les seuls à être exemptés de cette obligation. Et j'espère que vous tolérerez ce privilège. Heureux d'être là parmi vous pour 3 quarts d'heure de débat autour non pas d'une question, d'ailleurs il n'y a pas de point d'interrogation à cet intitulé de la session, un nouveau paradigme de la croissance. Qu'est-ce qui va demeurer des formes de la croissance? Qu'est-ce qui va se transformer? Pour évoquer cette question, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie, Florent Ménégo, le président de Michelin, Benoît Potier, PDG de Air Liquide, Philippe Val, PDG du groupe La Poste, et Antoine Frérot, le PDG de Veolia. Vous avez compris que c'est une session gros calibre. Et évidemment, quand on a une session gros calibre, il nous faut un très gros calibre pour modérer tout cela et pour enrober ces débats. Et donc c'est le boss qui est là, le président du Cercle des économistes, auteur à succès, encensé par la critique, et celui qui fait de ces rencontres économiques ce qu'elles sont aujourd'hui, Jean-Hervé Lorenzi. Qui a même le talent de se faire applaudir de tous ses sponsors, ce qui est quand même extraordinaire. La tradition des rencontres économiques, c'est que c'est l'économiste qui doit cadrer le débat. Et donc, Jean-Hervé, je vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup et merci pour ces applaudissements immérités. Peut-être juste une remarque préliminaire. En revoyant ce titre, comme tu l'as dit tout à l'heure, Nicolas, sans point d'interrogation, je me suis dit que nous étions présomptueux, audacieux, courageux. Pourquoi ? Parce que les termes que nous utilisons, paradigme et croissance, ce sont des termes qui sont en réalité extraordinairement controversés. Et il va falloir que nous prenions une position dès le départ sur, au fond, les principes sur lesquels nous allons fonder ces discussions. Le paradigme, c'est juste pour ceux qui l'auraient oublié, mais j'imagine qu'il doit y en avoir un ou deux dans la salle, le paradigme, c'est un concept qui a été développé par un historien des sciences qui s'appelait Thomas Kuhn. Et cet homme avait, au fond, dit un paradigme, c'est l'ensemble des concepts et des valeurs qui cimentent une société. Valeurs et concepts qui cimentent une société. Objectivement, aujourd'hui, on peut dire que on se trouve devant ceux qui croient qu'il ne faut pas changer grand-chose, aux valeurs auxquelles nous sommes attachés, la liberté, la valeur, le capitalisme, etc. On a eu hier une grosse discussion sur le capitalisme. Et puis il y a ceux qui, et nous en faisons partie, qui pensent que lorsqu'on regarde toutes les transitions, tous les éléments clés auxquels nous sommes confrontés, il y a quand même un problème, on ne sait pas comment les traiter, sauf sur le fait que la valeur environnementale, écologique, est maintenant admise par tous. Il faut que l'on lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, sur ce point-là, nous sommes d'accord. Sur le reste, la transition démographique, la transition sociale, sur le fait qu'il y a beaucoup d'inégalités dans nos sociétés, la transition numérique, la technologie, le rôle de la technologie, tout ça sont des sujets sur lesquels nous savons, ou plus exactement, nous savons que nous ne savons pas ce qu'il faut faire, ce qui nous permet de dire qu'il nous faut un nouveau paradigme. Quant à la croissance, cher ami, la croissance, en fait, vous avez énormément de gens qui croient que la solution, c'est soit la décroissance. Je rappelle que c'est une très vieille idée, le rapport Meadows, ça date de ma jeunesse. Donc vous voyez, vous imaginez à quel point, merci Nicolas. Même mon body language était neutre, j'ai rien dit. Tu nous ramènes à des périodes qui sont presque avant-guerre, mais l'idée au fond que la solution c'est la décroissance, c'est une vision qui est assez largement répandue et contre lesquelles cette session évidemment va se lever parce que nous sommes pour la croissance.
Je rajoute juste un dernier point, c'est que la croissance est aujourd'hui le débat au cœur d'un débat d'économistes, puisque vous savez que nous avons, au fond, ceux qui croient à ce qu'ils appellent la stagnation séculaire, c'est-à-dire que le vieillissement, la baisse des gains de productivité, tout ça, ça fait qu'il y a un ralentissement de l'économie, et donc on n'arrivera pas à s'en sortir aussi facilement qu'on l'imagine. La croissance est en débat. Je vous propose donc, cela dit, que ce titre de cette session part de deux principes. Oui, il faut un nouveau paradigme. Oui, il faut de la croissance. Et évidemment, une croissance qui porte tous les adjectifs qui vont bien. Évidemment, soucieuse d'environnement, inclusive, soutenable, etc., etc. Pour terminer, juste, je voulais dire que nous avons 4 problèmes en 3 quarts d'heure à résoudre. Le premier problème, c'est celui de l'intergénérationnel. Qu'est-ce qu'on fait? Le paradigme, il fait quoi avec la jeunesse et avec les vieux? Pas la peine de me regarder avec un air insistant. Que fait-on avec l'innovation qui n'est pas un bien absolu? Je veux dire, il y a des innovations, quand on dit c'est formidable, l'innovation, comme encore ce matin, ça crée des emplois. Bah oui, quand Amazon supprime des milliers d'emplois de petits commerçants et fait des lieux de stockage, ça pose quand même un problème. Donc c'est pas aussi évident que... Donc il y a des différents types d'innovations, des innovations qui sont porteuses d'avenir et de bien-être, et des innovations qui ne le sont pas. Le problème de l'ascenseur social, et ça c'est le problème de notre société, la société française, vous savez que la bipolarisation du marché du travail fait qu'un jeune qui rentre dans des métiers non qualifiés a très peu de chances de voir évoluer, et puis la répartition des revenus. Et sur ces points-là, il y a évidemment le politique, on en a parlé ce matin, il y a évidemment l'État qui doit jouer un rôle un peu nouveau, on le voit bien, et puis, et je termine là-dessus, les entreprises, et dans les propositions que nous allons faire, c'est un petit scoop, que nous allons faire demain, enfin c'est une des possibilités, parce que c'est en discussion. Oui, parce que le communiqué final n'est pas encore rédigé. Non, bien sûr. Il n'est pas encore, même imaginez, non, il n'est surtout pas écrit. Il y a l'idée que ce 1,5 million de jeunes, ce qu'on appelle les NEET, qui sont totalement désocialisés, l'éducation nationale n'arrivera pas à s'en sortir. Et comme c'est déjà le cas, pareil, dans une entreprise comme chez Patrick Pouyanné, etc., c'est vrai que les entreprises doivent jouer un rôle majeur pour aider à ce problème. Voilà. Donc on a un programme chargé qui est un bon programme. Merci beaucoup, Jean-Hervé. Agnès Pannier-Runacher, vous êtes ministre de l'Industrie et vous allez donc nous parler du rôle de l'industrie dans cette recherche, cette définition d'un nouveau paradigme de croissance. Et peut-être répondre à une des 4 questions que posait Jean-Hervé Lorenzi. Que fait-on de l'innovation? Très bonne question. Fastoche. Fastoche. D'abord, je pense que c'est intéressant qu'on invite la ministre de l'Industrie sur une table ronde sur un changement de paradigme sur la croissance. C'est en soi un symbole fort. C'est probablement d'autant plus un symbole fort qu'on le fait à un moment où les Français ont découvert avec stupéfaction les retards et le manque accumulés par l'Europe ces dernières années, avec des impasses, par exemple, sur les principes actifs de médicaments, avec des impasses sur les semi-conducteurs qui, aujourd'hui, ralentissent un certain nombre d'usines en France. Donc, on touche du doigt un manque, et c'est une sorte de waking call qui, en mauvais français, appelle à un call to action. Ayant posé cela, ça réinterroge le dogme des chaînes de production et d'approvisionnement mondial sous l'angle de la résilience, mais ça réinterroge de manière, je pense, plus globale le rôle de l'industrie dans nos sociétés, la place de l'industrie qui sera au cœur des discussions que nous aurons avec les Français, parce que ce qui est en jeu, c'est notre indépendance, mais c'est aussi nos emplois et c'est les emplois des jeunes. Et donc, la conviction que moi je pose, c'est qu'effectivement, l'industrie doit être réhabilitée et devenir la colonne vertébrale de notre économie, et que nous avons 2 défis majeurs, celle de la technologie que vous avez mentionnée, qui est à la fois un risque, mais qui est également une opportunité parce que la numérisation, c'est également des gains de productivité, des conditions de travail améliorées, la possibilité de se former rapidement lorsque vous regardez des opérateurs qui sont dans des usines et qui évoluent sur l'industrie 4.0, en réalité, ils montent assez vite en capacité. Donc c'est une réponse à la question de que faire des personnes éloignées de l'emploi. Il y a peut-être effectivement un chemin. Et puis la transition écologique, qui peut être aussi une ruse de l'histoire si on a le courage de le prendre comme une opportunité,
à condition également d'adapter nos politiques. Puisque aujourd'hui, le prix du carbone augmente. Nous investissons massivement dans les nouvelles technologies, et donc ça peut être une force pour l'Europe qui est plutôt en avance. Mais si le signal carbone n'avance pas suffisamment vite, nous serons piégés, et là, il n'y aura plus de croissance et une dépendance très forte par rapport à d'autres économies. Donc je crois que c'est l'enjeu pour revenir à l'innovation. L'innovation, pas de salut sans innovation lorsqu'on regarde ce qui se passe en Chine et ce qui se passe aux États-Unis, et le fait que ces deux économies qui n'ont pas le même modèle idéologique ont décidé d'investir massivement dans la technologie. Et deuxième élément, l'innovation, elle doit permettre un meilleur partage de la valeur ajoutée et un meilleur partage, et c'est toutes les questions que pose la création de richesse sur les territoires. Ça, c'est permis par l'industrie. L'industrie crée de l'emploi dans les territoires périphériques. Que pose le partage de la valeur entre ou en tout cas comme réponse aux inégalités sociales. Ça aussi, on a une réponse au travers de ces activités qu'on réimplante sur les territoires et le fait qu'on peut privilégier des métiers manuels à des métiers d'esprit qui sont plutôt localisés dans les grandes métropoles. Et ça réinterroge effectivement aussi le partage de la valeur entre les personnes âgées et les plus jeunes, j'allais dire quelque chose d'un peu rapide. Oui, les aînés, dit-on maintenant, je crois. Hein. Qu'est-ce que c'est une ruse de l'histoire? Vous avez employé le mot ruse de l'histoire. Le numérique est une ruse de l'histoire parce qu'elle peut renverser la table en termes de répartition des parts de marché mondiales. Typiquement, elle permet aux industriels de gagner jusqu'à 30 ou 40 parts de marché dans des pays à coût élevé du travail. Ça tombe plutôt bien pour la France. Elle permet également de passer sur des modèles serviciels. Le modèle serviciel, c'est des modèles qui obligent d'être proches de ses clients. Et donc, là encore, lorsqu'on adresse un marché comme l'Europe, c'est une ruse de l'histoire. Et elle permet enfin de rebattre les cartes de tous les modèles d'affaires anciens, mais à condition de s'en saisir. Et l'inquiétude qu'on peut avoir, et que j'ai par exemple avec mon collègue Cédric O, c'est quand est-ce que nos industriels vont-ils se saisir de la 5G? Est-ce que ce n'est pas inquiétant d'avoir des entreprises du CAC 40 qui ont dont certaines existent depuis plus de 100 ans, et de regarder l'équivalent américain avec la très grande jeunesse des entreprises et leur montée en capitalisation. Donc je crois qu'on est à un dilemme où soit on prend la bonne route, on investit massivement, on est moins naïf aussi d'un point de vue de réciprocité des règles du jeu et de concurrence loyale, et on est capable, parce qu'on a des atouts de modèle social, de responsabilité environnementale, de créer de la croissance, soit effectivement on recule, et dans ce cas-là, on sera pris en tenaille entre les deux continents. Toujours sur l'innovation, on sait bien, et d'ailleurs c'était évoqué dans le propos liminaire de Jean-Hervé Lorenzi, l'innovation fait peur, et il y a une forme de résistance plus ou moins dite, plus ou moins souterraine, ou à l'inverse plus ou moins apparente, contre le progrès, l'innovation, la science. On le voit de façon presque caricaturale avec les vaccins et avec la 5G. Est-ce que le gouvernement que vous représentez ici en fait assez pour donner un statut absolument incontournable à cette notion formidable qu'est l'innovation? Je crois qu'on touche aussi du doigt des enjeux culturels et des enjeux d'éducation. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre la baisse du niveau en mathématiques et en sciences des élèves français ces 30 dernières années, et le fait que nous avons un problème de passage ou de compréhension sur les notions de progrès, les notions scientifiques, et de phénomènes où tout le monde est expert de chaque sujet. J'ai jamais vu autant d'experts de la vaccination que depuis un an, j'ai dû m'occuper de ce sujet pour le gouvernement. C'est fantastique. Oui. Ou de gens qui vous disent s'il faut ou pas prescrire de l'hydroxychloroquine. Moi, je n'ai pas fait 15 ans d'études supérieures pour le dire. Bien sûr. Merci beaucoup. Florent Menegaux, je rappelle, vous dirigez Michelin. Le titre de cette table ronde, c'est un nouveau paradigme de croissance, sans point d'interrogation. Donc il y a un nouveau paradigme de croissance. Quelle est votre intuition, vous? Comment est-ce que vous voyez ce sujet? Comment est-ce que vous l'analysez? Alors en fait, c'est plus qu'une intuition. En fait, demander à un patron s'il est favorable à la croissance, c'est comme demander à un agriculteur ou à un jardinier de vouloir que ses plantes poussent.
mon souhait en tant que chef d'entreprise, c'est de voir d'abord toutes les personnes de Michelin pouvoir se développer au sein de notre entreprise, de voir notre réseau de fournisseurs, de clients aussi pouvoir s'épanouir, et de voir notre groupe et nos résultats grandir. Donc, cette question de la croissance est au centre de nos préoccupations stratégiques. Alors maintenant, cette question, elle n'est pas facile en fait. Et même si elle n'est pas posée en question, le fait d'écrire un paradigme de croissance, c'est un thème qui est au cœur de nos préoccupations au sein de l'entreprise. Nous avons un système de dialogue social très étendu dans lequel on favorise les échanges avec toutes les personnes, tous les métiers, dans toutes les géographies. Et Michelin est présent dans 174 pays dans le monde. Nous occupons 130 000 personnes. Et tous les métiers sont représentés. Et on établit un dialogue permanent avec un système de questions-réponses fort, dans lequel tous les membres du comité exécutif interrogent tous les salariés à différents niveaux, avec des visites terrain, et puis des forums d'échange. Et puis nous avons vraiment engagé un système de co-construction sur la plupart des sujets de l'entreprise, dans lequel chacun a la possibilité de s'exprimer. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une question qui revient fortement, surtout chez les jeunes générations, et principalement d'ailleurs en Europe. On le voit peu en Asie, on le voit peu dans les Amériques, mais on le voit assez fortement en Europe, avec cette question où les gens m'interpellent en me disant « Mais comment vous pouvez prôner la croissance, notre croissance Michelin, dans un monde avec des ressources finies ?» C'est une question qui remonte très souvent. Et on parlait de la décroissance. Alors, ne me le disent pas comme ça, mais finalement, il y a cette question sous-jacente. Ils s'interrogent en tout cas. Oui, ils s'interrogent. Alors, je leur donne un certain nombre d'éléments de réponse. La première réalité, je leur dis, il faut se rappeler qu'une des valeurs fondamentales de Michelin, c'est le respect des faits. La réalité, c'est que la population humaine sur Terre grandit. Nous serons bientôt plus de 10 milliards sur Terre. Et donc, la question, c'est comment nous allons loger, nourrir, transporter, donner accès à la culture, à l'expérience, au travail, à toutes ces personnes. Si nous sommes dans une économie atone ou dans une économie de décroissance. C'est pas possible, c'est physiquement pas possible. Et donc, la question, c'est comment on va rendre possible quelque chose qui paraît très difficile ou qui peut paraître impossible. Il s'agit de réconcilier croissance avec capacité à chacun de se développer et éviter que la planète épuise ses ressources et qu'on ne puisse plus y respirer. Donc je suis absolument convaincu qu'il est possible de créer ensemble une nouvelle équation et d'autres manières de faire. Et en fait, la question qui est posée à travers le paradigme de la croissance, c'est la question des renoncements. À quel renoncement doit-on choisir? Est-ce qu'il faut renoncer au gâchis, au gaspillage? Alors là, on dit oui. Mais est-ce qu'il faut renoncer à oser, innover, se développer, découvrir, avoir accès? Là, on dit non. Et donc, en fait, un paradigme, c'est la capacité à comprendre les endroits où on doit travailler et les endroits où il faut s'améliorer. Et chez Michelin, vous l'avez trouvé? Alors, en fait, oui, alors ça fait très longtemps, en fait. Je vais vous lire une petite phrase d'un document interne de Michelin de 1898 que j'ai trouvé excellent et qui indiquait à l'époque, donc on est en 1898, qui disait « Le but de la maison, chez Michelin on appelle l'entreprise la maison, est de faire le meilleur pneu possible au meilleur prix possible en évitant le manque de soins, les temps perdus, les mouvements inutiles, les gaspillages et les déchets. » C'est formidable. Ouais, magnifique. Ça a 130 ans d'âge. Ouais. Et donc aujourd'hui, on a juste modernisé les choses. Et donc aujourd'hui, notre sujet, c'est comment on fabrique des produits à partir de matériaux durables, comment on rend nos usines avec une empreinte zéro carbone, comment on fabrique des pneus toujours plus performants qui permettent d'économiser du carburant ou d'augmenter l'autonomie en utilisant le moins de ressources possible. Donc ça, c'est notre sujet au quotidien. Et pour faire ça, il faut de l'innovation. Et il faut former. Et il nous faut des règles du jeu équitables au niveau mondial. Donc c'est un sujet que j'évoque régulièrement en disant les autorités doivent assurer aux entreprises des règles du jeu équitables. Ne pas réglementer le comment, mais réglementer le quoi. Et puis nous dire
et de faire au niveau international qu'on puisse jouer un jeu économique avec des règles qui soient communes. Si vous aimez le sport, vous imaginez une Coupe du Monde de football dans laquelle il y aurait une équipe qui pourrait venir à 22 joueurs et une autre qui serait obligée de jouer à 11. Ça déséquilibrerait le match. Donc, en règle économique, c'est pareil. Donc, il y a 3 choses. Former, innover. Et pour pouvoir innover, il faut former. Et il faut former à la base dans les mathématiques, dans la science. Il faut former dans les technologies. Et puis ensuite, il faut avoir des règles du jeu stables. Et il faut avoir des règles du jeu équitables d'un point de vue économique, avec une réglementation sur le quoi. Et donc, moi, je suis en fait très optimiste sur le fond, parce que je vois tous les jours toutes les personnes de Michelin à l'œuvre. Et ça me rend très d'abord fier, et ensuite très, très confiant dans notre capacité à trouver des choses qu'on n'imaginait pas. Je vois dans nos unités de recherche des choses absolument incroyables. On va changer de paradigme sur le pneu. Alors le pneu, vous me direz, qu'est-ce que c'est que cet objet qui est rond et noir? Et pourtant, il est indispensable tous les jours pour transporter les personnes, pour faire en sorte que quand vous tournez le volant, il se passe quelque chose. C'est le pneu qui fait tout ça. Alors il ne dit pas grand-chose, mais il subit beaucoup. Et il y a des choses absolument incroyables qui vont arriver dans le pneu et au-delà. Et Michelin va innover dans le monde médical, dans le transport maritime, dans l'aviation, dans la conquête spatiale. Dans l'énergie aussi. Pardon ? Dans l'énergie aussi, puisque dans vous êtes l'énergie. un producteur d'hydrogène. Et ça me donne l'occasion, si vous permettez, de passer la parole Oui, bien sûr. à Benoît Potier, le patron d'Air Liquide, qui est un de vos concurrents, gros concurrent. Benoît Potier, on a déjà évoqué la croissance, le paradigme, etc. Mais peut-être on peut s'interroger un instant, sans tout ça pour autant revenir en arrière, sur qu'est-ce que cette crise a révélé de nouveau dans notre vision de la croissance et dans la façon dont on la vit ou la subit tous les jours. Benoît Potier. Alors, mon point de départ, c'est la crise. La crise, ça veut dire, en grec, juger, une situation dans laquelle on juge pour prendre une décision. Et moi, ce que je constate, c'est que le jugement a eu lieu, le jugement collectif, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer, mais la décision collective, pas encore. Donc on n'est pas encore tout à fait sorti de notre crise. Premier point. Alors, est-ce que cette crise était une rupture, et donc qui pourrait conduire à un nouveau paradigme ? Mon sentiment, c'est que non. En fait, c'est une prise de conscience qui s'est passée. C'est un révélateur qui va amener des changements incontestables. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme changement, en tout cas dans une entreprise comme la nôtre, et en observant le monde? D'abord, c'est la nécessité de bien gérer le bien commun, les biens communs de façon générale. Gérer notre patrimoine collectif. Ça, c'est la santé qui nous l'a apporté. En fait, la santé est un patrimoine collectif, et la leçon que tout le monde en tire, c'est plus jamais ça en matière de santé. Donc ça, c'est un des biens communs qu'il va falloir apprendre à gérer autrement. Cette crise, elle nous a permis aussi de constater que les États, les entreprises et la société, finalement, se sont mobilisés. Alors c'était trop lent, c'était pas exactement ce qu'on attendait, mais finalement, on est passé à travers. Donc je pense qu'il y a eu une bonne gestion, globalement, de cette crise entre les États et les entreprises, et que la leçon, c'est la vitesse. Il va falloir apprendre à aller plus vite. Un autre constat, c'est que les tabous, beaucoup de tabous ont été levés, notamment le digital. Et quand on regarde l'entreprise, c'est l'usage du digital dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas vous rendre compte ce que les choses ont changé en matière de communication à l'intérieur des entreprises. Aujourd'hui, on était dans une communication écrite, et aujourd'hui, tout est passé live, en direct. Et ça, il aurait fallu 20 ans pour y arriver. En fait, la crise nous a complètement fait sauter ce tabou. Nous avons une façon de travailler qui est différente. Nous sommes aujourd'hui beaucoup plus en parallèle, alors qu'avant, on était en séquentiel. On faisait les choses les unes après les autres, et cette crise a montré que dans l'urgence, il faut savoir travailler en parallèle. Au passage, les jeunes, eux, ont l'habitude. La crise nous a appris qu'on était cloisonnés et qu'aujourd'hui, le seul mode qui va nous permettre d'aller de l'avant, c'est le coopératif. On a coopéré, beaucoup d'exemples. À l'Air Liquide, on a fait ce fameux consortium, évidemment Agnès le sait, puisque c'est avec elle et sous son initiative, pour fabriquer des respirateurs en France. On aurait été incapable de le faire avant, la crise nous a motivés. 4 entreprises, 10 000 respirateurs, 60 jours. Donc au global, ça n'est pas une rupture, mais des changements profonds.
Et c'est une accélération pour moi et un renforcement de tendances préalables. C'est mon premier point. Quelles attentes est-ce que cette crise a mis en évidence? D'abord, un mode de vie qui va changer. C'est le rapport au travail, c'est le temps que je veux passer à mon travail, et c'est comment je m'organise finalement, moi, dans ma vie privée, par rapport à ma famille et aussi par rapport à mon travail. Ça a beaucoup changé. Le temps que je passe au travail et la façon dont je travaille. C'est évidemment la gestion de ces biens partagés. J'ai cité la santé, qui est un bien collectif évident, mais paradoxalement, c'est avec la crise qu'on a vu le climat émerger extrêmement profondément dans la prise de conscience des entreprises. À l'Air Liquide, nous avons vu depuis le mois de septembre de l'année dernière affluer les demandes de clients potentiels ou existants pour les aider à gérer les 30 ans qui viennent en matière d'énergie et d'émissions de carbone. C'est presque une révolution en à peine un an. Donc ça, c'est un bien collectif qui est le climat et qui s'est imposé puisqu'on a constaté que la santé, elle, avait besoin d'une gestion collective. Et puis il y en a d'autres. Il y a les ressources, Florent vient d'en parler, et le corollaire des ressources, c'est les déchets. Et on a en fait une prise de conscience qu'on ne peut plus raisonner comme avant. Autre bien collectif qu'il va falloir gérer. On a parlé d'éducation, on a parlé d'innovation, de connaissances. Donc on a en fait tout un ensemble de sujets qui vont être à traiter d'un point de vue collectif, d'où la notion émergente, très forte dans le business, des partenariats. Partenariat entre entreprises, partenariat avec les gouvernements, partenariat avec la société de façon générale. Troisièmement, la croissance. Donc, ayant fait ces deux constats, on arrive à la croissance. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui est visible aujourd'hui pour parler de croissance? Eh bien, quand je regarde les marchés sectoriels sur lesquels un groupe comme le nôtre, finalement, s'est positionné. Prenez la mobilité. La mobilité, c'est aujourd'hui le passage à l'électrique, partout. Ça s'est accéléré dans des proportions absolument considérables. L'énergie, puisque énergie et climat et émissions de CO2 sont liés. La santé, j'en ai parlé. L'électronique, on en a dit un mot. L'électronique, en fait, est en train de vivre une révolution parce que demande, en fait, du marché. Et puis d'autres domaines dont on parle moins, mais qui sont en train de se développer très fort. L'espace. Thomas Pesquet nous rappelle qu'on peut faire des choses dans l'espace et bien d'autres, et digital évidemment. Donc il y a énormément de marchés dans différents secteurs qui sont en train de se développer. Et ça, c'est synonyme de croissance. Donc ça veut dire que quand on pense à la croissance, il faut regarder ce qui est en train de changer dans les marchés. Évidemment, les technologies, elles, suivent. Alors, pour ce qui nous concerne, évidemment, c'est l'hydrogène qui est le produit phare. On a aujourd'hui un développement exponentiel dans l'hydrogène. Il y a 10 ans, personne n'en parlait. Et aujourd'hui, c'est partout dans la planète. La bonne nouvelle, c'est que l'Europe a vraiment des compétences et qu'on est capable de prendre, je pense, un leadership dans la plupart de ces technologies. En tout cas, nous, Air Liquide, nous nous y employons. La croissance, c'est aussi des périmètres géographiques qui ont changé. Et ça, je voudrais juste le dire parce qu'on avait l'habitude d'être globaux et de finalement regarder le commerce mondial. En fait, aujourd'hui, il faut repartir du territoire, aller au pays, au continent et regarder l'équilibre des forces. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé à l'aune de la crise. Et le facteur humain, c'est-à-dire les nouvelles façons de travailler. Donc en conclusion, quand on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé au moment de la crise, ma première conclusion, c'est de dire qu'il n'y a pas de futur sans croissance. Et là, je rejoins totalement Florent. Ce n'est pas imaginable que l'on puisse avoir un futur dans la décroissance, en tout cas pas pour nous, pas pour les entreprises. Il y a non pas un nouveau paradigme, mais une nouvelle dynamique que l'on peut observer. Ça, c'est une évidence. L'émergence d'écosystèmes avec deux questions qui sont quelle maille, et là je rejoins la notion de territoire, incontestablement, et quelle échelle. Et c'est là que toutes nos réflexions qui sont françaises doivent être replacées au moins dans le contexte européen, parce que l'échelle qui est significative aujourd'hui pour la croissance de demain, c'est l'Europe. C'est l'Europe, c'est le continent européen. Ça, c'est une évidence. Voilà. Merci et beaucoup. enfin, j'ai des équipes formidables qui vont y arriver à l'Air Liquide. Merci. Merci beaucoup. Merci Benoît Potier. Je pose la question à la fois à vous et à Florent Médégo, mais je peux la poser aux autres également. Ces industriels qui tardent à adopter la 5G, c'est pas vous? Non.
Non, non. En fait, la 5G, c'est ce qui va permettre de connecter les objets. Oui. Tous nos pneus vont être connectés dans très peu de temps. Donc on va gérer des centaines de millions d'objets et la 5G est indispensable pour le faire. Benoît Potier. La 5G est une technologie puissante pour l'Internet des objets qui vient en complément de ce qui existait déjà. Mais nous, on l'a déjà introduite. Vous l'avez déjà introduite. Merci beaucoup. Philippe Val, vous dirigez le groupe La Poste. Alors, j'ai compris en entendant Benoît Potier que ce n'était pas une rupture, mais une accélération j'allais dire, de notre histoire. Vous êtes d'accord ? Je crois que ce n'est pas une rupture, mais j'espère la rupture. Ce que je me demandais en nous écoutant, et je fais partie de cette vision aussi, c'est si à partir de ce qu'a dit Jean-Hervé Lorenzi, je n'imagine pas le monde sans croissance, nous manquions d'imagination. Je me demande si nous ne manquons pas d'imagination. Pour ceux qui prônent la décroissance, je prône l'exemple. Qu'ils viennent dans une entreprise qui a 6 siècles d'histoire et qui a un de ces secteurs en décroissance. 18 milliards de lettres en 2008, 3 milliards en 2030. C'est de la décroissance. Eh bien, étendu au-delà d'une communauté humaine de 250 000 personnes, à un pays de 70 millions ou à une planète de 9 milliards, la complexité, les tensions, la remise en cause des identités de milliers de personnes, je ne me vois pas choisir la décroissance. Donc je pense que nous ne manquons pas d'imagination quand nous pensons que la croissance est la solution. Pour nous, Postière et Postier, la croissance est la solution. Mais la croissance n'est la solution que par la rupture et la transformation. Car si on doit rester sur le même modèle de croissance, alors c'est la faim, c'est la complexité, c'est la guerre, c'est la crise climatique, etc. Donc, je crois qu'il faut évidemment défendre la croissance, mais il faut transformer la croissance. Et ça passera par des ruptures. Ce n'est pas simplement la croissance inclusive et tout ça. Ça doit être une croissance radicalement différente, qui impose des renoncements, Florent l'a dit, qui impose pour chacune et chacun d'entre nous des sacrifices et des efforts, car on ne peut pas dire simplement au reste de la planète, vous ne pourrez pas avoir la même croissance que nous. On ne va pas pouvoir dire ça. Ça ne va pas être un modèle stable. Donc si nous voulons inventer un nouveau paradigme de croissance, à mon avis, nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas du manque d'imagination de patrons. Non, c'est la croissance et même d'un point de vue biologique une nécessité. Mais si nous ne transformons pas radicalement la croissance, si nous ne savons pas inventer une croissance qui, d'une part, respecte l'environnement et la nature, qui, d'autre part, lie la société, qui, enfin, respecte les droits sociaux de nos salariés, alors nous nous préparons des demain qui déchantent, qui seront douloureux. Donc, oui, un nouveau paradigme, un paradigme qui va imposer la rupture la moins forte possible. Et je comprends que nous ne souhaitions pas la déclencher. Alors, une transformation très, très profonde des entreprises, de la société et du modèle, parce que sinon, c'est la réalité qui nous l'imposera. Et cette crise qui ne semble pas une crise économique, puisqu'elle est venue d'une pandémie, elle apparaîtra sous d'autres formes pour précipiter une crise planétaire encore plus grave. Donc, il faut garder la dynamique biologique de la croissance, il faut profondément transformer le modèle et y mettre chacune et chacun d'entre nous notre part, parce que ça va concerner chacune et chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut prendre un exemple sur cette présentation pour essayer d'avancer un petit peu sur cette présentation, c'est-à-dire vue d'hélicoptère, comme on dit maintenant. Transformation
travaux pratiques sur le salariat. Ça donne quoi? Ben, sur le salariat, vous voyez bien qu'il y a un choc considérable pour le salariat. Ça s'appelle le télétravail. Première étape du télétravail, qu'est-ce que c'est chouette, le télétravail? À tel point que nous avons même identifié notre vraie capacité de nous mobiliser pendant le confinement au télétravail. Alors que ce qui a mobilisé au cours du téléconfinement, c'est la mobilisation de crise, pas le télétravail. Deuxième période, le retour au réel. Et le retour au réel, c'est jusqu'à quel point nous souhaitons faire communauté de travail. Nous voulons faire société, mais le télétravail, qui peut être nécessaire, mais questionne la communauté de travail. Et vous voyez bien que ça suppose qu'on définisse des règles, qu'on mesure l'attachement des salariés et de l'entreprise à ce contrat salarial. Et je pense qu'il y a une vraie question sur la fin du salariat et évidemment... La fin du salariat. La fin du salariat, et évidemment, ceux qui dégusteraient, c'est les plus modestes et les plus fragiles. Parce que l'ingénieur de haute valeur ajoutée, il pourra louer son travail à toutes les plateformes du monde. Donc je pense qu'il y a également ce sujet du questionnement sur le salariat pour nous, en tant que patron d'entreprise. Merci beaucoup, Philippe Val. Antoine Frérot, si vous voulez bien prendre le micro. On voit que s'amorce un début de débat. Je n'y croyais pas. Je pensais que tout le monde allait dire, aller dans le même sens sur ce nouveau paradigme de croissance. L'amorce d'un débat sur rupture ou simple accélération, ou accélération de la transformation du modèle. Vous avez, j'allais dire, vous êtes fait une spécialité de plaider pour la RSE, le rôle social de l'entreprise, la meilleure prise en compte de l'environnement. Vous l'avez fait pour votre entreprise, vous l'avez fait pour vos conquêtes, celle qui a marqué une partie de l'histoire du secteur économique en France avec la bataille pour emporter Suez. Rupture ou transformation? Je vais prendre la suite de ce que vient de dire Philippe Val. Il a dit si la croissance doit être, il a ajouté la croissance doit être. Mais pour qu'elle soit, elle doit être fondamentalement nouvelle. Bon. Et quand on dit croissance nouvelle, et mes prédécesseurs l'ont évoqué, on pense spontanément souvent à deux choses. Une croissance plus verte et une croissance plus humaine. Moins d'émissions de carbone, plus de respect de la biodiversité, moins de pollution pour la croissance plus verte, plus d'inclusivité, moins d'inégalité pour la croissance humaine. Alors ce sont deux caractéristiques importantes de la nouvelle croissance si elle doit advenir. Mais je pense qu'il ne faudrait pas s'arrêter là. Parce que si on s'arrête à ces deux nouvelles idées, nécessaires me semble-t-il, je pense qu'on risque de s'abonner à de nouvelles difficultés à venir, des problèmes non anticipés. Pourquoi aujourd'hui on pense que la croissance ne peut être qu'humaine ou verte? C'est parce que cette croissance, l'économie, les entreprises qui apportent la prospérité au peuple, créent également des difficultés ou des problèmes indirects, ce qu'on appelle des externalités négatives. Et que jusqu'à présent, les entreprises, l'économie devaient créer la prospérité et laisser à d'autres, au pouvoir public généralement, aux États, la gestion des externalités indirectes. Pour que cette nouvelle croissance soit acceptée et soutenue, désormais, je pense qu'on demande aux entreprises non seulement d'apporter la prospérité, mais aussi de s'occuper, de gérer, de diminuer et si possible d'annihiler les externalités négatives qu'elles créent. Externalités sociales, d'où croissance plus humaine, externalités environnementales, croissance plus verte, mais aussi externalités négatives territoriales, intergénérationnelles, chaîne d'approvisionnement, gestion des filières, etc., etc. Bref, la croissance nouvelle, en fait, ce sera une croissance où les acteurs de la croissance, les entreprises, d'abord et avant tout, les entreprises s'occuperont d'être utiles plus largement qu'elles ne l'étaient avant.
Avant, on leur demandait de créer de la prospérité économique et des résultats financiers. Et désormais, on leur demande de s'occuper de toutes leurs parties prenantes, de tous ceux et celles qui s'engagent avec elles. Bien sûr, les actionnaires, les clients, mais aussi les salariés, les fournisseurs, les territoires, la planète, les générations futures. C'est parce qu'une entreprise est utile qu'elle sera désormais tolérée, supportée et donc prospère. Et cette vision de l'objectif multiple, pluriel au moins, de l'entreprise, c'est ça qui caractérisera désormais, me semble-t-il, la croissance nouvelle. De ne pas laisser au seul pouvoir public le fait de gérer les problèmes créés par la croissance, mais que chaque entreprise puisse accorder le même niveau d'exigence à tous les publics qui la soutiennent, parce que si elle ne le fait pas, elle sera abandonnée par ces publics. Ils sont tous nécessaires, ces publics, pour que l'entreprise puisse fonctionner. Et le jour où ils seront abandonnés, le jour où, quand on questionnera les populations de ce pays en lui demandant à qui sont utiles les entreprises, et que cette population répondra à quelques-uns, il n'y aura plus d'économie de marché ni d'entreprise. Donc la croissance nouvelle, c'est cette croissance à performance plurielle qu'il faut organiser, d'abord qu'il faut promouvoir, qu'il faut ensuite organiser, et très vraisemblablement qu'il va falloir l'aider à lui donner des éléments de preuve. Il va falloir prouver que les entreprises visent des performances et des objectifs pluriels et pas seulement univoques, et les mesurent et les proposent. Prouver à qui, Antoine Frérot? Prouver à tous ceux qui nous regardent, tous les observateurs. D'abord toutes les parties prenantes, mais également l'ensemble des populations. Je vous pose la question parce qu'on a eu dans l'actualité, il y a quelques mois, un exemple de mauvais réglage de cette façon de donner des preuves. Je pense à Danone, évidemment, où une partie du discours a été mise en avant au détriment, en tout cas les actionnaires ont considéré que c'était au détriment de la stratégie et de la capacité de l'entreprise à délivrer une performance par rapport à sa concurrence. Est-ce que votre discours ne risque pas d'emmener un certain nombre, justement, d'acteurs de l'économie vers cette distorsion du discours? Je ne pense pas que le départ d'Emmanuel Faber soit lié à la contestation de cette idée que l'entreprise Danone doit être utile à ses différents publics. Et je pense même peut-être que s'il faut y chercher une cause, au-delà des résultats économiques, c'est peut-être également du côté de la responsabilité managériale qu'il faudrait la chercher. Bon. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, l'entreprise, ses nouveaux dirigeants et ses actionnaires ont confirmé d'une part le statut d'entreprise à mission et d'autre part l'ensemble des engagements chiffrés en matière environnementale que Danone a pris. Donc je pense que si je comprends que son départ questionne, je pense qu'il faut bien regarder les vraies raisons de ce départ et ne pas considérer que ce départ remet en cause cette logique. Et même si c'était le cas. Florent Ménégo sur ce sujet. Oui. Et même si c'était le cas, c'est pas pour ça qu'il faudrait abdiquer. Florent Ménégo. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Antoine sur le point de l'utilité. La manière dont on l'exprime chez Michelin, c'est en fait le point, c'est de gérer à la fois la valeur que vous créez pour les personnes, la valeur que vous créez pour votre environnement. L'environnement, c'est la planète et ses ressources et la société dans laquelle vous opérez, et la valeur pour l'actionnaire, la valeur financière pour l'entreprise. Et quand l'utilité, c'est le « et » entre ces trois dimensions. Et c'est ça qui est compliqué. Et quand on le gère de manière séquentielle ou indépendamment, on privilégie une dimension par rapport à une autre, c'est là où les problèmes arrivent. Philippe Val, très vite. Oui, par rapport à la question, il faut bien sûr toujours avoir des résultats positifs, parce que sinon l'entreprise rentre dans une crise qui lui interdit de s'occuper d'autre chose. Ça me paraît évident. Simplement, dans le nouveau modèle de croissance, il faudra des transformations profondes, qu'il faudra partager avec les salariés, qu'il faudra partager avec la société civile et partager avec les investisseurs. Et ne nous mentons pas, il s'agit d'une transformation profonde. Rupture ou pas,
c'est une transformation radicale dont nous avons besoin. Agnès Pannier-Runacher. Oui, peut-être juste pour revenir sur une chose. Le modèle de l'entreprise qui est au service de ses seuls actionnaires, c'est quand même un modèle économique qui date des années 60. C'était pas le sujet de ma question. Hein. Non, mais c'était un problème d'équilibre entre les discours. Oui, non, mais j'y viens. Ouais. C'était le total shareholder return. Mais si on vient encore en arrière, c'est-à-dire à 60, 70 ans, il y a 100 ans, la question de la gestion des parties prenantes, elle était pleinement intégrée. Et derrière la performance financière, ce que vous donne la RSE, c'est au fond de gérer votre marque employeur, c'est-à-dire de recruter les meilleurs, ce qui est utile à votre performance, c'est d'anticiper les risques réputationnels, ce qui est quand même aussi utile à la performance, très important. Et c'est de mieux gérer les risques dont on voit qu'ils sont croissants, ce qui est également utile à la performance. Donc au fond, il y a un alignement assez fort entre RSE et performance économique et financière, dès lors qu'on a une intention d'être un capitaliste patient. C'est peut-être là où le terme est important, c'est le temps. Benoît Potier, je voudrais formuler une question, parce que Air Liquide a la réputation depuis des dizaines d'années d'être une entreprise avec un très grand niveau, un très grand pourcentage d'actionnaires individuels, valeurs de père de famille qui se transmettent, etc. Est-ce que l'actionnaire individuel, aujourd'hui, a la même exigence que, je vais simplifier, mais que BlackRock ? Il n'y a pas fondamentalement d'opposition entre les deux, en fait. Et la crise a plutôt renforcé la confiance des actionnaires individuels dans notre entreprise, puisqu'on a en fait constaté 50 000 actionnaires de plus l'année dernière, passé de 420 000 et 470 000. Donc non, il n'y a pas de différence. Je vais juste revenir sur une chose, rupture, transformation. En fait, il me semble que la crise du Covid a accéléré une prise de conscience et une intention de décision de la part des plus grandes entreprises. 20% des 2000 premières entreprises mondiales, qui représentent 14 000 milliards de dollars de revenus, c'est-à-dire quelque chose de très massif, ont pris des engagements stricts de neutralité carbone. Ça veut dire que c'est en train d'arriver. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment une rupture, c'est une accélération, une intensification. Alors, de quelque chose puisque vous dites que ce n'est pas vraiment une rupture, on va faire un truc très simple. Vous êtes là, 4 capitaines d'industrie. Je vous mets dans l'industrie, Antoine Frérot, même si Agnès Pannier-Runacher a dit que la croissance viendrait de l'industrie. C'est pas grave. Vous êtes 4 capitaines d'industrie, une ministre. Un mot, rupture ou transformation. Philippe Val, je sais, c'est rupture. Un seul mot. Hein. Philippe Val. Transformation, ça vend mieux la rupture, donc c'est transformation. Non, mais c'est une question de pédagogie. C'est une question de pédagogie. Si vous faites peur avec rupture, utilisez transformation. Benoît. Transformation. Philippe a raison. Philippe a raison. Philippe a raison. D'abord, transformation, c'est pas antinomique avec rupture. Ce qui est antinomique avec rupture, c'est transition. Transition, d'abord, ça peut être subi, c'est pas forcément volontaire, et c'est plus lent. La transformation, ça peut être une vraie rupture, mais la transformation, c'est volontaire. Ouais. C'est, on agit, on prend notre destin en main. Et c'est pour ça que le mot de transformation est beaucoup moins anxiogène que rupture. Florent. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il a raison sur transformation. Florent. Transformation. Agnès Pannier-Runacher. Transformation, mais justement, j'attends de mes 4 capitaines d'industrie des engagements en matière d'achat, de relations donneurs d'ordre sous-traitants, d'inclusion et de recrutement, et de transition écologique, c'est-à-dire il faut mettre des actions derrière ces mots et ça doit s'incarner au plus près du terrain et c'est vraiment ça notre attente dans les territoires. Merci. Jean-Hervé Lorenzi, c'est à vous que revient bien sûr le mot de la fin. Philippe, si jamais tu perds ton boulot, je te nomme ambassadeur de France au Vatican. Non, c'est évidemment, moi j'ai trouvé que l'exposé. Peut-être il ne fallait pas utiliser le mot paradigme, parce que ça pose... Franchement, c'est un débat à la française sur les mots, rupture et transformation. Chacun arrive à trouver sa formule. Deuxième chose, je voudrais rappeler juste des mots qui ont été prononcés hier, parce qu'il y a une continuité dans ce qu'on dit, par la présidente de la Banque Centrale Européenne. Elle disait 2 choses. Petit 1, n'oubliez jamais la citation de Paul Valéry que les civilisations sont mortelles. Donc l'histoire n'est pas une continuité absolue. Et deuxième aspect, elle disait, c'était avec Patrick Artus, qu'évidemment il y allait y avoir des crises et que les crises allaient s'accélérer. Donc moi je veux bien qu'on laisse tomber les transformations, tout ce que vous voulez, si ça peut faire plaisir, tout le monde est d'accord. Mais la réalité est évidemment plus compliquée. Moi je retiens 2 choses en une seconde. 2 choses, c'est que rupture
auquel moi je crois. Transformation par sympathie, je le crois avec vous. Je trouve que ça fait apparaître deux énormes problèmes et deux solutions. La première, c'est évidemment ce que vous avez tous dit, c'est-à-dire que l'entreprise, désormais, est au cœur de ce qui pourra se faire sur à peu près tous les sujets. On parle toujours de l'environnemental, c'est très bien, mais c'est un bout du sujet. La décarbonation, le monde, il y a des chômeurs, il y a beaucoup de sujets dans une société. Les problèmes de répartition, les problèmes de formation, les problèmes d'exclusion, tout ceci, c'est votre sujet. Et ça, c'est formidable. Et deuxième aspect, l'idée que le rôle de l'État dans cette affaire-là, qui avait ça en charge, puisse progressivement évoluer et sans abandonner du tout un aspect stratégique, mais puisse en réalité se dégager de problèmes qu'il ne sait pas résoudre. Je pense notamment au NITS, parce que ça, c'est une idée fixe, le sujet. Je trouve qu'on verra ces deux mouvements se faire et que en France, grâce aux entrepreneurs que nous avons, on va s'en sortir des ruptures ou des transformations. Merci beaucoup, merci Jean-Hervé Lorenzin. Merci à tous, c'était vraiment un très bon débat, un vrai. Merci.